Dans le froid du château d'York, les cris d'une femme résonnent à travers la pierre. Mais ce ne sont pas des cris de peur, c'est le son d'une âme qu'on tente d'effacer. On l'appelle Eleanor Blackmore, condamnée non pour un crime, mais pour avoir parlé. Sous la lueur des torchers, une cage de fer se referme sur sa tête, et le silence devient une arme. Ce qu'elle va découvrir derrière ce silence changera tout ce que vous croyez savoir sur la justice médiévale. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que vous n'oublierez jamais. Voulez-vous découvrir d'autres secrets de ce genre? Alors abonnez-vous maintenant, sinon vous risquez de manquer la prochaine vérité. Le vent s'engouffrait dans les couloirs humides du château d'York. L'air sentait la rouille et la peur. Dans la cellule la plus basse, une femme hurlait, sa voix se brisant contre les murs de pierre. Les gardes échangeaient un regard, habitués à ces sons, mais cette nuit-là, il y avait quelque chose de différent. Ce n'étaient pas des cris de douleur, c'étaient des cris de défi. Sous la lumière tremblante d'une torche, ils abaissèrent une cage de fer sur sa tête. Le métal grinça en effleurant sa peau. Des pointes minuscules se dressaient à l'intérieur, prêtes à s'enfoncer dans sa langue. Elle s'appelait Eleanor Blackmore. Son crime, avoir parlé là où le silence était imposé. Le capitaine du cachot leva le masque pour l'ajuster. Qu'elle apprenne à se taire, dit-il d'une voix sèche. Le bruit du verrou résonna comme une sentence éternelle. Le sang commença à couler le long de son menton, goutte après goutte. Pourtant, dans ses yeux, il n'y avait ni larmes ni supplication. Il y avait ce regard que les bourreaux détestent, celui qui dit « vous ne m'aurez pas ». Au-dessus d'elle, les pierres du plafond suintaient. Chaque goutte tombait comme un battement de cœur. Éléonore respirait lentement, ses mains tremblaient, mais son esprit restait clair. Elle savait que si elle criait, la douleur serait insupportable. Alors elle choisit le silence. Un silence lourd, vibrant, presque vivant. Dehors, la cloche du château sonna la 3e heure. Dans les couloirs, les pas s'éloignèrent. Seule la torche restait, consumant lentement sa flamme. L'ombre du masque se dessinait sur le mur, monstrueuse, presque humaine. Et soudain, un murmure sembla sortir du métal, comme si d'autres voix, étouffées avant elle, chuchotaient encore dans la cage. Éléonore ferma les yeux. Elle sentit la chaleur du fer contre sa peau, le goût du sang dans sa bouche. Chaque respiration devenait un combat, mais elle refusa de céder. Elle se promit que, même enfermée dans ce silence de fer, elle trouverait une manière de parler encore. Pas avec des mots, mais avec quelque chose que personne ne pourrait lui arracher. Quand le jour se leva sur York, les gardes descendirent. Ils s'attendaient à trouver une femme brisée. À la place, ils trouvèrent un regard fixe, calme, presque paisible. Le capitaine détourna les yeux. Il ne le savait pas encore, mais cette nuit-là, le silence venait de devenir une arme. Bien avant qu'Éléonore ne hurle dans la nuit d'York, la peur avait déjà commencé à s'installer dans les cœurs. En Angleterre, au milieu du XVIe siècle, la parole d'une femme valait moins qu'un murmure de vent. Les prêtres disaient que la voix féminine portait le mal, les juges répétaient qu'elle semait la discorde. Et les maris, eux, se taisaient non pas par respect, mais par habitude de dominer. Dans chaque village, un même proverbe circulait, une femme silencieuse est une femme vertueuse. Ces mots étaient répétés dans les églises, gravés sur les portes des tribunaux, murmurés dans les foyers. Personne n'osait les contredire. Car celui qui défiait la loi du silence risquait d'être maudit avec elle. Les procès de l'époque parlaient rarement de crimes. Ils parlaient de voix. De femmes accusées d'avoir parlé trop fort, trop longtemps, ou simplement au mauvais moment. Certaines avaient osé interrompre un prêtre, d'autres avaient défendu leur mari, et quelques-unes avaient même répondu à un juge. Ces gestes suffisaient à condamner une vie. Dans les archives de Durham, un parchemin jauni décrit un cas étrange, une épouse, coupable d'avoir ri durant le sermon du dimanche. Punition, un jour entier de honte publique, un anneau de fer autour du cou. Ce n'était pas encore la cage, pas encore les pointes. Mais la peur, elle, était déjà là douce, invisible et implacable. Puis vint un décret royal. On y lisait que toute femme accusée de langage immodéré pouvait être punie par le masque du silence, un instrument de discipline approuvé par l'Église. Le texte prétendait préserver l'ordre moral du royaume. En réalité, il inaugurait un siècle de terreur. Dans les forges du Nord, on commença à façonner le fer. Les artisans ignoraient que leurs mains préparaient l'arme la plus cruelle de leur temps. Une rumeur naquit, celle d'un homme nommé William Crane, le forgeron du roi. On disait qu'il avait reçu l'ordre de créer un masque qui ferait taire les femmes pour toujours. Dans le bruit du marteau sur l'enclume, il n'y avait ni foi ni haine, seulement du devoir. Mais le métal, lui, se souvenait. Et chaque coup porté dans la forge faisait résonner la même question, enfouie dans le feu. Jusqu'où un royaume pouvait-il aller pour faire taire la vérité? La forge de William Crane grondait comme un cœur de bête. Chaque coup de marteau envoyait des étincelles rouges qui retombaient sur le sol de pierre. L'air brûlait, saturé de fumée et de métal chauffé à blanc. Le forgeron travaillait depuis 3 jours sans repos. Dans un coin, un parchemin scellé portait l'ordre royal, fabriquer un instrument pour contenir les langues indisciplinées.
William n'avait pas posé de questions. Dans ce royaume, obéir était plus sûr que penser. Pourtant, au fond de lui, quelque chose résistait. Ce projet n'avait rien d'une œuvre ordinaire. Le dessin montrait une cage d'acier ajustée au visage humain, avec une pièce de fer courbée pour appuyer sur la langue. Une invention conçue non pour tuer, mais pour faire taire. Il frappa plus fort sur l'enclume, comme pour chasser ses pensées. Le métal hurlait sous le marteau. Sa femme, Marie, l'observait depuis la porte. Elle portait leurs jumeaux endormis dans ses bras. « Ils disent que c'est pour les sorcières », murmura-t-elle. William ne répondit pas. Il savait que c'était un mensonge. Les sorcières étaient déjà brûlées. C'étaient maintenant les femmes vivantes qu'on voulait éteindre. La nuit tomba. William resta seul, la forge encore rougeoyante. Il prit entre ses mains la première pièce terminée, un cercle de fer poli, froid, presque beau. Il y grava son initiale, WC, comme pour signer un tableau. Puis il la souleva à hauteur de ses yeux. Le métal refléta son visage, déformé, monstrueux. Pendant un instant, il crut voir quelqu'un d'autre derrière son reflet, une femme hurlant sans son. Il recula brusquement, le souffle court. Les jours suivants, le premier masque du silence fut livré au château. Les gardes l'examinèrent, satisfaits. Le roi approuva d'un signe. Et le nom de William Crane devint célèbre dans les cours du Nord. Mais la gloire avait un goût de cendre. Quelques semaines plus tard, la rumeur arriva, une jeune fille du village, condamnée pour insolence, porterait bientôt le masque en public. William sentit ses entrailles se nouer. Cette fille s'appelait Eliza Crane. Sa propre fille. Cette nuit-là, il revint à la forge. Les flammes dansaient comme des spectres. Il prit le dernier masque qu'il avait façonné et le jeta dans le feu. Mais le fer ne cria pas. Il resta muet. Comme si même le métal avait juré de ne plus parler. La salle du tribunal était pleine. Les bancs craquaient sous le poids des spectateurs venus assister au jugement d'Eleanor Blackmore. La rumeur courait depuis des jours, la femme qui a défié le magistrat parlera aujourd'hui. Le maire d'York, vêtu de velours noir, siégeait sous la grande croix en bois. Devant lui, 3 juges griffonnaient sur leur parchemin. Et au centre, seule, se tenait Eleanor. Elle ne portait ni chaîne ni voile. Ses mains tremblaient, mais ses yeux restaient fixés sur le juge principal. On lisait dans son regard non pas la peur, mais une étrange sérénité. Le greffier lut l'accusation, paroles immodérées, outrage à la cour, insolence répétée. Ces mots résonnèrent comme une condamnation avant même que le procès ne commence. Le juge laissa passer un silence pesant avant de parler. « Madame Blackmore, reconnaissez-vous avoir crié à l'injustice lors du jugement de votre voisin ?» Elle répondit calmement, « J'ai dit la vérité. » Un murmure parcourut la foule. Le juge serra les mâchoires. « Et reconnaissez-vous avoir déclaré que Dieu n'a pas créé la femme pour se taire ?» « Oui, dit-elle, la voix claire. Il lui a donné une bouche comme à l'homme. » Le maire frappa du poing sur la table. « Assez. Cette arrogance ne peut rester impunie. » Le greffier nota chaque mot avec un sourire crispé. Dans les rangs, des femmes baissèrent les yeux, certaines tremblaient. Elles savaient qu'un mot de trop pouvait les faire passer de spectatrices à coupables. Un prêtre s'avança avec un document scellé du roi. Il le lut d'une voix grave. Par décret royal, toute femme coupable d'insubordination verbale sera punie du masque du silence, fabriqué sous l'autorité de Sa Majesté. Un frisson parcourut la salle. Les hommes se redressèrent. Les femmes retinrent leur souffle. Éléonore ne bougea pas. Son regard resta fixé sur le juge. « Vous pouvez me couvrir de fer, dit-elle d'une voix basse, mais vous n'arrêterez pas ma pensée. » Le juge détourna les yeux, irrité. Qu'on prépare le supplice. Cette langue a trop longtemps souillé l'air. Les gardes s'approchèrent. La foule se leva. Le bois craqua sous leurs pas. Alors qu'on la conduisait vers la sortie, Éléonore se retourna lentement vers le public. Elle ne dit rien. Mais dans le silence, chacun entendit la même phrase résonner dans son esprit, « Un jour, ce sera vous. » La nuit était tombée sur York, lourde et sans étoiles. Dans la cour du château, les torchers projetaient des ombres longues et déformées. La foule s'était amassée malgré le froid. Les enfants sur les épaules de leur père, les femmes serrant leurs châles, tous venus voir la justice du roi s'accomplir. Au centre du cercle, un pilier de bois. Contre ce pilier, Éléonore. Ses cheveux défaits tombaient sur ses épaules. Ses mains, attachées dans le dos, tremblaient à peine. Le capitaine lut la sentence d'une voix mécanique. Puis il désigna le bourreau, un homme grand, vêtu de cuir noir, tenant entre ses mains une cage de fer qui brillait sous la lumière des flammes. Le silence tomba. Même le vent semblait s'être arrêté. Le bourreau s'approcha. Le métal tinta doucement. Le masque était froid, parfait, presque religieux dans sa symétrie. 2 pointes recourbées à l'intérieur attendaient comme des serpents de fer. Quand il le posa sur la tête d'Éléonore, un gémissement traversa la foule. Le fer se referma dans un grincement sec.
Un mince filet de sang coula de sa bouche. Le bourreau serra la vis du verrou, puis recula. Le capitaine déclara que ce silence serve d'exemple. Les spectateurs se mirent à murmurer. Certains riaient. D'autres détournaient le regard. Mais Éléonore, elle, resta immobile. Ses yeux fixaient la foule, un regard qui perçait plus fort que n'importe quel cri. Les heures passèrent. La lune grimpa haut dans le ciel. Le métal se refroidissait peu à peu, resserrant son emprise. Chaque respiration était une lame dans sa gorge. Par moments, elle fermait les yeux, croyant entendre d'autres voix, des voix lointaines, des femmes oubliées. Elle lui disait de tenir, de ne pas céder. Le capitaine fit un signe au bourreau. Laissez-la jusqu'à l'aube. Puis il quitta la cour, indifférent. Les torchers s'éteignirent une à une. La foule se dispersa, laissant derrière elle une silhouette seule, figée dans la nuit. Le vent se remit à souffler, glissant entre les barreaux du masque, produisant un sifflement étrange, comme si le fer lui-même chantait une plainte. Et dans ce sifflement, il y avait quelque chose de nouveau, pas seulement la douleur, mais la promesse d'un secret. Car ce soir-là, dans le silence absolu, Éléonore venait d'apprendre une autre langue. Le jour s'était levé sur une cour vide. Les gardes avaient quitté leur poste, la foule était rentrée dormir, mais Éléonore était toujours là. Le fer collé à sa peau, le goût du sang dans la bouche. Elle respirait difficilement, chaque souffle frottant contre le métal. Pourtant, quelque chose en elle venait de changer. Elle ne sentait plus la douleur, seulement un rythme. Ce battement régulier de son cœur contre le masque. Un son faible, mais précis. Elle se mit à frapper le pilier derrière elle du bout des doigts. 3 fois. Puis 2. Puis encore 3. Ce n'était pas un geste de détresse, c'était un mot. Un mot qu'elle seule comprenait. Un garde, intrigué, s'approcha. Elle le fixa, immobile, sans un cri. Il fronça les sourcils, mal à l'aise, comme si ce regard lui faisait honte. Il s'éloigna sans un mot. Ce jour-là, Éléonore avait découvert qu'on pouvait parler autrement, sans langue, sans voix, mais avec la volonté. Les jours suivants, d'autres femmes furent amenées au cachot. Des accusées de murmures séditieux. Certaines avaient vu Éléonore sur la place. D'autres connaissaient seulement son nom. Mais lorsqu'elles croisèrent son regard à travers les barreaux, elles comprirent. Elles apprirent à répondre. 3 coups contre la pierre signifiaient « je suis là ». 2 coups, je résiste. Allons silence, tiens bon. Le château tout entier devint un code vivant, un réseau invisible de mains qui parlaient dans le noir. Les gardes, incapables de comprendre, croyaient à des rats ou au vent. Une nuit, un prisonnier entendit cette étrange musique souterraine, des bruits faibles, répétés, presque harmonieux. Il murmura plus tard au prêtre, les femmes parlent avec leurs murs. Le prêtre répondit qu'il fallait bénir les pierres, mais il n'avait pas compris que les pierres étaient déjà bénies. Éléonore, dans sa cellule, se redressa. Elle savait que ses gestes franchissaient les murs, que ses doigts portaient un message plus fort que n'importe quel sermon. Son silence n'était plus une punition, c'était un cri sans son. Et bientôt, dans les marchés de York, dans les églises, dans les maisons, les femmes commencèrent à imiter ce rythme, 3, 2, 3. Personne ne comprenait vraiment ce qu'il signifiait. Mais tout le monde sentait que quelque chose venait de naître. Le vent soufflait fort sur les tours d'York. Le roi avait reçu des rapports étranges venus du nord. Les gardes parlaient d'un murmure qui parcourait les prisons, d'un code que les femmes échangeaient sans mots. Certains disaient même que les pierres répondaient. Au palais, ces rumeurs faisaient rire les courtisans, mais les juges, eux, ne riaient pas. Ils savaient que les révoltes ne naissent pas dans le bruit, elles naissent dans le silence. Un matin, le conseil royal se réunit dans la grande salle. Sur la table, un seul objet, un masque de fer, posé sur un tissu noir. Le métal terni semblait respirer. Le prêtre du roi prit la parole, ce silence n'est plus obéissance. C'est de la sorcellerie. Le chancelier acquiesça. Alors brûlons les instruments qui l'ont engendré. Le soir même, les ordres furent donnés. Les forges de William Crane furent scellées. On jeta des dizaines de masques dans le feu. Les bourreaux reçurent de nouvelles consignes, aucune femme ne doit rester seule. Mais déjà, il était trop tard. Le code s'était propagé. Dans les villages, les femmes tapaient doucement sur les murs de leur maison. 3, 2, 3. Les hommes croyaient à une habitude nerveuse. Ils ne voyaient pas que leurs épouses, leurs filles, leurs sœurs parlaient entre elles sous leurs yeux. Pendant ce temps, dans la cellule d'Éléonore, le capitaine entra, furieux. « C'est toi qui as répandu cette folie. » Il arracha le masque de son visage. Le métal laissa une marque rouge sur sa peau. « Regarde ce que tu as créé. » Elle le fixa calmement. Ses lèvres tremblaient, mais aucun son ne sortit. Pourtant, il entendit quelque chose, pas avec ses oreilles, mais dans sa tête. Une phrase muette, « Vous ne pouvez plus nous arrêter. » Le capitaine recula, comme frappé par une peur qu'il ne comprenait pas. Il donna l'ordre de transférer Éléonore à la forteresse de Durham, là où le silence est éternel.
Mais sur la route, les gardes entendirent un bruit étrange venant des maisons qu'ils traversaient. Des coups lents, réguliers, rythmés. 3, 2, 3. Et dans ce son, il y avait une vérité que même le feu ne pouvait brûler. Les rues d'York n'étaient plus les mêmes. Les gardes patrouillaient sans répit, les églises sonnaient les cloches pour effacer le son des coups, mais rien n'y faisait. Le rythme persistait. 3, 2, 3. On l'entendait dans les marchés, dans les caves, même dans les couvents. Le royaume tout entier battait au même tempo, comme un seul cœur silencieux. Les premières à se soulever furent les lavandières du fleuve. Elles commencèrent à frapper les pierres avec leurs battoirs selon le code appris en secret. Les passants croyaient entendre le bruit de la lessive, mais les femmes, elles, échangeaient des messages. « Tiens bon. Elle est vivante. Ce n'est pas fini. » À Carlisle, à Durham, à Leeds, les prisons se remplirent. Pourtant, chaque fois qu'une femme était arrêtée, 2 autres reprenaient son signal. Les bourreaux s'épuisèrent. Le roi fit publier un décret. Toute personne surprise à taper sans raison serait fouettée sur la place publique. Les gens obéirent. Les femmes, non. Elles se mirent à coder leurs gestes autrement, une couture interrompue, une chandelle déplacée, une porte claquée 3 fois. Le silence devint une langue vivante, impossible à interdire. Les gardes, déconcertés, parlaient de malédiction. On disait que les muettes communiquaient même en rêve. Pendant ce temps, Éléonore, enfermée dans sa cellule de Durham, recevait des messages invisibles. Une pierre déplacée sur le sol signifiait « Nous sommes là ». Une trace de cire sur la porte voulait dire « Le feu brûle encore ». Elle comprit qu'elle n'était plus seule. Le masque qu'on lui avait imposé était devenu un symbole. Une nuit, les gardes entendirent du bruit dans les couloirs. Ils crurent à une émeute. Mais quand ils ouvrirent les cellules, les femmes étaient immobiles, assises en silence. Seules leurs mains bougeaient lentement, dessinant dans l'air des signes incompréhensibles. Des centaines de gestes, répétés à l'unisson. Le capitaine recula, bouleversé. Il comprit soudain que la révolte avait déjà gagné, non pas dehors, mais dans les esprits. Car une fois qu'un peuple apprend à parler sans mots, plus rien ne peut le faire taire. Ce soir-là, dans tout le nord du royaume, le vent transporta un nouveau son, celui d'un silence uni, immense, indestructible. Le grand hall du palais brillait de 1000 chandelles. Les tapis rouges étouffaient les pas, mais l'air vibrait d'une tension glaciale. Le roi d'Angleterre, assis sur son trône d'or, attendait. Autour de lui, les juges, les prêtres, les généraux. Devant lui, à genoux, la femme qu'on appelait désormais la muette d'York. Éléonore Blackmore. Le roi la regarda longuement. Elle portait encore la marque du masque sur le visage, 2 lignes rouges traversant ses joues, comme un seau brûlé dans la chair. « Relève-toi » ordonna-t-il d'une voix basse. Elle obéit sans trembler. Son silence emplissait la salle plus puissamment que n'importe quel cri. « On me dit, » continua le roi, « que ta folie a contaminé tout mon royaume. Que les femmes parlent avec leurs mains, que les cloches sonnent pour cacher leurs murmures. » Il se leva lentement. « Dis-moi, qu'as-tu fait? Quel mal as-tu semé » Éléonore ne répondit pas. Ses lèvres restèrent closes, mais son regard, lui, parla. Un regard calme, lucide, presque royal. Le roi fit un pas vers elle. « Tu refuses donc de parler à ton souverain » ? Toujours rien. Mais alors, un léger mouvement de ses doigts. 3, 2, 3. Le chancelier sursauta. « Sire, elle se moque de vous. » Le roi leva la main pour imposer le silence. Ce rythme, il l'avait entendu. Même dans la chapelle, même dans les couloirs du palais, il revenait sans cesse, comme un battement de cœur collectif. Il s'assit lentement, le visage fermé. « Que signifie ce code » demanda-t-il. Éléonore leva les yeux vers lui, et pour la première fois, ouvrit la bouche. Aucune voix n'en sortit, mais un souffle, à peine audible, fit trembler les flammes des chandelles. Le roi pâlit. Dans ce souffle, il crut entendre 1000 voix superposées, des prières, des cris, des rires, tous ceux qu'on avait voulu faire taire. Il recula d'un pas, la main crispée sur son sceptre. Le silence s'installa, lourd, solennel. Aucun homme n'osa bouger. Puis Éléonore fit un dernier signe, 3, 2, 3. Et dans ce geste minuscule, le roi comprit qu'il venait de perdre ce qu'aucun trône ne pouvait retenir, le contrôle du silence lui-même. 3 siècles ont passé. Le château d'York n'est plus qu'une ruine battue par le vent. Les murs suintent d'humidité, les pierres portent encore les cicatrices du temps. Dans une salle oubliée du musée royal, une jeune fille marche entre des vitrines couvertes de poussière. Elle s'appelle Clara. Elle a 12 ans. Elle s'arrête devant un objet étrange, un masque de fer, posé sur un coussin de velours. Le cartel indique simplement « Instrument de discipline féminine XVI siècle ». Rien d'autre. Pas de nom, pas d'histoire. Pourtant, Clara sent son cœur se serrer. Elle approche sa main de la vitre, fascinée. Le métal est terne, piqué de rouille, mais dans la lumière, il semble respirer. Pendant un instant,
Elle croit entendre un son, un souffle léger, presque un soupir. Elle recule, le regard fixé sur le masque. Le gardien, assis plus loin, ne remarque rien. Alors, elle s'approche encore, lentement. Elle murmure, « Qui t'a porté ?» Et le silence lui répond. Pas avec des mots, mais avec une vibration douce, profonde. Comme un battement lointain, 3, 2, 3. Le même rythme que celui d'un cœur. Clara fronce les sourcils. Sans savoir pourquoi, elle limite du bout des doigts sur la vitre. 3 petits tapements. 2, 3. Le bruit résonne dans la salle vide. Les chandelles tremblent légèrement. Le gardien lève la tête, intrigué. Mais déjà, tout est redevenu calme. Clara sourit. Elle ne comprend pas, mais elle sent que ce geste a un sens ancien, oublié. En sortant du musée, elle traverse le jardin. Le vent souffle à travers les branches nues des arbres, produisant un son étrange, comme un chuchotement. Ce n'est pas fini, semble-t-il dire. Elle s'arrête, ferme les yeux. Dans son esprit, des voix s'élèvent, douces et déterminées. Des voix de femmes venues d'un autre temps, murmurant ensemble, le silence n'est pas la fin. C'est le début de la parole. Clara ouvre les yeux. Le ciel gris s'éclaire d'une lueur pâle. Elle s'éloigne sans se retourner. Derrière elle, dans la salle du musée, le vieux masque repose toujours sur son coussin, mais pour ceux qui savent écouter, il ne dort plus. Car dans chaque souffle du vent, dans chaque battement de cœur, les femmes d'York parlent encore. Alors dites-moi, après avoir entendu l'histoire d'Éléonore, croyez-vous encore que le silence protège? Où cache-t-il les secrets que personne n'ose révéler? Chaque ville, chaque génération porte ses propres chaînes invisibles. Et peut-être que, quelque part, le masque du silence existe encore. Écrivez dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous cette histoire? Je lis chacun de vos messages. Et surtout, abonnez-vous maintenant, car la prochaine vérité est encore plus troublante que celle-ci. Ne détournez pas le regard. Le silence n'est jamais vraiment terminé.